Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour notre grande émission Ici l'Europe. Alors notre invité a été élu à la tête d'une assemblée très concernée par les droits de l'homme, mais qu'on dit aussi en péril. Oui, il préside en effet l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la plus vieille institution européenne qui regroupe 47 États, soit la quasi-totalité des pays du continent. Une institution chargée de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme et les principes démocratiques et qui est assistée pour cela de son bras juridique, la Cour européenne des droits de l'homme. Jean-Claude Mignot, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous avez été élu donc en janvier par vos pairs, donc 318 parlementaires nationaux, représentant, donc on l'a dit, 47 pays à la tête d'une enceinte qui a envoyé en Russie des observateurs pour juger de la régularité de l'élection de Vladimir Poutine. Alors, 64% de voix pour lui, c'est le résultat officiel. Est-ce que ce résultat, vous y croyez? Car cette élection a été, dit-on, entachée de fraude. Alors d'abord, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n'est pas véritablement en péril, parce qu'effectivement, nous sommes là pour veiller au respect des droits de l'homme dans le monde entier, et surtout sur le continent européen, et nous serions en péril si les droits de l'homme étaient respectés partout, malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Donc nous sommes bien vivants et nous agissons au quotidien. Ce qui s'est passé en Russie, nous ne sommes pas dupes. C'est évident que ces élections ont eu lieu. Elles ont été organisées dans des conditions qui sont quand même bien meilleures que les élections législatives et qui ont précédé l'élection présidentielle. Donc les Russes ont tenu compte des observations qui ont été faites par les différents observateurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais nous sommes convaincus aussi que le Premier ministre devenu à nouveau président a quand même bénéficié d'un soutien que les autres candidats n'ont pas eu. Mais globalement, il a été élu avec 64%, personne ne peut le contester. Vous pensez que l'ère Poutine marque une régression en matière de droits de l'homme? Écoutez, nous espérons que non. Les Russes, lorsqu'ils ont frappé à la porte du Conseil de l'Europe, lorsqu'ils ont été admis à intégrer cette plus ancienne institution pan-européenne, se sont engagés à respecter les critères qui définissent un état de droit et les droits de l'homme. Nous sommes très vigilants. Les Russes sont aussi en commission dite du suivi, en monitoring, et nous serons particulièrement vigilants sur l'évolution de la situation. Précisément, c'est le premier pays qui est condamné pour infraction devant la Cour européenne des droits de l'homme, des 47. Est-ce que vous avez l'impression que dans le fond, ça sert à quelque chose, toutes ces condamnations, d'avoir une influence quelconque sur la politique intérieure de ce pays? Oui, j'en suis intimement convaincu. Les Russes sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe qu'on peut l'imaginer. Ils tiennent énormément à leur statut de membre du Conseil de l'Europe. Et je veux dire qu'ils ont quand même, ils écoutent. Et c'est à nous, Assemblée parlementaire, avec les outils dont nous disposons. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité de prévention contre la torture, la Commission dite du monitoring, plus un certain nombre d'autres outils, de veiller à ce qu'ils respectent leurs engagements. Mais ils bougent sur quoi? Il bouge sur beaucoup de points, je vous dis, entre l'élection législative et l'élection présidentielle, on a quand même pu constater que l'organisation sur le terrain, si j'en crois les observateurs, et notamment Timmy Cox, qui présidait la délégation du Conseil de l'Europe, que la situation était quand même bien meilleure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait entre les élections législatives et présidentielles qui permettent... Je pense que les manifestations qui ont été organisées, les demandes qui ont été faites après les élections législatives ont été respectées, notamment en ce qui concerne l'organisation dans les bureaux même. Alors, c'est vrai que juste avant les élections, l'ex-mania du pétrole de Yukos, Mikhail Khodorkovsky, en prison pour 13 ans, a demandé dans une tribune aux dirigeants européens, je cite, parce que la citation est savoureuse, d'arrêter de faire la danse du ventre devant les gazoducs russes. Est-ce que c'est ce qui se passe? Non, je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement ce qui se passe. La Russie est un grand pays, c'est un pays qui revient de loin. C'est un pays, avant la Russie, c'était l'URSS, c'était l'Union soviétique, c'était des procédés que l'on a tous condamnés. Donc je crois que si vous voulez, on ne peut pas calquer du jour au lendemain ce qui est valable dans un pays comme la France ou comme d'autres pays qui sont considérés comme des grandes démocraties et dans lesquels il y a aussi beaucoup de choses à dire. Nous ne sommes pas la France est aussi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, la Grande-Bretagne ainsi que d'autres pays. Donc nous ne sommes pas exempts de reproches. Mais je pense qu'il faut essayer de donner du temps au temps, comme aurait dit quelqu'un qu'on connaissait bien en France, et laisser le temps à la Russie de s'adapter aux critères qui sont les nôtres.
Et à l'Ukraine alors, juste oui, à côté. Parce qu'un autre pays très inquiétant, c'est l'Ukraine. L'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko est en prison pour 7 ans. Son ex-ministre de l'Intérieur vient d'être condamné pour 4 ans. Qu'est-ce que vous pouvez exercer comme pression sur le gouvernement ukrainien ? Parce qu'il y a la volonté politique de le faire d'ailleurs. Bien sûr. Nous avons la volonté politique de le faire. J'ai la volonté politique de le faire. Je l'ai fait d'ailleurs à travers un communiqué pour condamner l'arrestation et la condamnation de l'ancien ministre de l'Intérieur ukrainien. Et j'ai aussi souhaité être reçu par les autorités ukrainiennes de manière à pouvoir rendre visite à Yulia Tymoshenko. Alors, dont l'état de santé est inquiétant. Bien sûr. Donc nous demandons la libération de Yulia Tymoshenko. Nous demandons éventuellement qu'elle puisse être transférée dans un autre pays de manière à pouvoir bénéficier des soins adaptés pour le mal dont elle souffre. Et ce que nous pouvons faire, c'est aller jusqu'éventuellement à la suspension des pouvoirs d'une délégation. Nous ne pouvons pas aller plus loin qu'une suspension des pouvoirs, mais je pense quand même que c'est une sentence qui est redoutée et qui condamnerait et qui aussi fermerait les portes à l'Ukraine, qui, j'ai cru comprendre, frappait à la porte de l'Union européenne. Donc c'est certainement pas en agissant ainsi qu'ils demain obtiendront une crédibilité pour intégrer l'Union européenne. Alors la Hongrie aussi, plus proche de nous, est sous le feu de toutes sortes de critiques de l'Union européenne. En particulier, son Premier ministre, Viktor Orban, a publié toute une série de lois jugées liberticides. Tout de suite, on fait le point sur cette querelle entre Bruxelles et Prague avec ce reportage. T'as dit quoi, Bruxelles et Prague? Bah oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Prague. Ça, c'est... Bon allez, on reprend. Excuse-moi. Et d'ailleurs, je peux refaire le truc parce que ça allait pas. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Pas assez dormi. Budapest. La Hongrie, elle aussi, est sous le feu des critiques de l'Union européenne concernant toute une série de lois promulguées par le Premier ministre conservateur Viktor Orban. Tout de suite, on fait le point sur cette querelle qui s'éternise avec ce reportage. 1 mois, c'est le délai donné par l'Union européenne à la Hongrie pour modifier 2 textes de loi controversés sous peine de poursuite. La nouvelle législation hongroise menacerait l'indépendance du système judiciaire du pays ainsi que la protection des données personnelles. L'ancien parlementaire László Rajk est un des premiers militants anticommunistes dans les années 80. Il tire aujourd'hui la sonnette d'alarme sur une dérive autoritaire du gouvernement conservateur de Viktor Orban. C'est le premier cas où un État membre est en train de glisser hors du chemin démocratique de l'Union européenne. Je pense donc que ce qu'il se passe ici est tout aussi important pour l'Union ou pour les autres États membres que pour les Hongrois. Mobilisation des troupes fidèles au Fidesz, le parti conservateur ultramajoritaire de Viktor Orban. Des manifestations monstres sont organisées et le Premier ministre taxe la Commission européenne d'organes peu démocratiques. Le secrétaire d'État à la communication, Zoltán Kovács, réfute tout durcissement du pouvoir. Cette accusation selon laquelle le pays serait en train de prendre un tournant autoritaire est vraiment ridicule, absurde. Ces dissensions avec Bruxelles ont un impact sur l'économie hongroise. Première conséquence, impossible pour Budapest d'entamer les négociations avec l'Union européenne et le FMI pour un prêt de 20 milliards d'euros. Pire, si elle ne change pas sa législation d'ici avril, la Hongrie risque d'être traînée devant la Cour de justice de Luxembourg. Une triste première. Jean-Claude Mignon, est-ce que l'Europe doit sanctionner la Hongrie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous ne pouvons pas accepter, d'ailleurs, ça fait quand même quelques mois que le Conseil de l'Europe et son Assemblée parlementaire s'inquiètent de la situation qui est en train de dégénérer en Hongrie. Donc nous avons mis en garde nos amis hongrois. Il y aura un débat d'actualité très certainement sur la situation en Hongrie, voire même peut-être un débat d'urgence si la situation perdure. Et nous rappelons à nos amis hongrois, je dis bien nos amis hongrois, qu'ils se sont eux aussi engagés à respecter un certain nombre de critères lorsqu'ils ont été admis, les premiers peut-être, je crois me souvenir, au sein du Conseil de l'Europe. Donc nous condamnons et nous agissons de manière à ce qu'ils reviennent sur des positions qui sont inacceptables. Vous dites vos amis hongrois parce qu'on a reproché finalement à l'Europe d'être un peu molle vis-à-vis d'un Premier ministre conservateur, alors que l'Europe est très franchement à droite en ce moment. Est-ce qu'elle a été complaisante ? Écoutez, moi j'espère qu'elle n'a pas été complaisante, mais de toute façon, quand on est amis, on dit qui aime bien châtie bien.
Donc je crois que les Hongrois ne sont pas exempts aujourd'hui, voire même de sanctions, s'ils ne vont pas au-delà des positions qui sont les leurs aujourd'hui, qui sont connues. On ne peut que les condamner, ces positions, c'est évident. Est-ce qu'il faut mettre en œuvre tout type de sanctions? Il y a quelques semaines, l'Europe a menacé de suspendre les fonds structurels qui sont versés à la Hongrie, alors même que le pays demande une aide économique au FMI, puisqu'il traverse une grande crise économique. Est-ce que ces sanctions financières sont justifiées? Est-ce que ce sont de bonnes sanctions? Écoutez, je suis un peu gêné pour répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est une compétence du Parlement européen et de l'Union européenne. C'est aussi la raison pour laquelle je suis à Bruxelles aujourd'hui. Et les rencontres que j'ai eues, entre autres avec le nouveau président du Parlement européen, vont dans ce sens, à savoir une volonté de coordonner nos actions, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, à l'égard des pays qu'on vient de citer, notamment la Hongrie. Mais je pense que s'il faut en arriver à des sanctions qui soient des sanctions un peu dures... Toucher au portefeuille? Bien sûr. Alors, revenons à votre institution, quand même, le Conseil de l'Europe, avec des menaces à peine voilées du Royaume-Uni, qui préside justement ce Conseil de l'Europe pour 6 mois. David Cameron voudrait réduire les pouvoirs de la Cour européenne des droits de l'homme. L'Allemagne et les pays nordiques s'y opposent fermement au nom de la défense des citoyens contre les abus de leur justice nationale. La France, elle penche plutôt du côté anglais. Et vous? Moi, je ne penche pas du tout du côté anglais. Je penche plutôt du côté allemand, en l'occurrence, à savoir que la Cour européenne des droits de l'homme fait un travail tout à fait remarquable. Et plutôt que d'imaginer qu'on pourrait réduire les pouvoirs de la Cour, on ferait mieux de lui donner des moyens supplémentaires de manière à ce qu'elle puisse faire face aujourd'hui aux nombreuses demandes. Et je pense très honnêtement que ces propositions, ces souhaits n'ont absolument aucune chance d'aboutir, car il y a une écrasante majorité au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour défendre cette institution qui est le joyau du Conseil de l'Europe. Mais quand David Cameron dit, par exemple, que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas à se mêler de la question de savoir si les prisonniers britanniques doivent avoir le droit de voter ou pas, n'a pas à se mêler de savoir si on peut extrader ou pas un islamiste jordanien qui est dans les prisons britanniques, est-ce que vous pensez qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit? Ce sont des propos qui n'engagent que lui. Ce sont des propos qui n'engagent pas le Conseil de l'Europe. Et c'est vrai que la présidence britannique, qui arrive à son terme dans quelques semaines, aura consacré beaucoup d'énergie pour tenter de revoir le fonctionnement même de la Cour européenne des droits de l'homme. Je peux vous assurer que cette position n'a pas beaucoup d'écho auprès des autres pays. Et sans lui enlever de pouvoir, est-ce qu'il faut quand même réformer cette Cour qui, comme on le sait, est asphyxiée par le nombre de dossiers qu'elle a à traiter? Je pense qu'il faut la réformer, mais avant de la réformer, il faut faire aussi en sorte que la justice dans les différents pays, dans les 47 pays membres, auprès des 800 millions d'Européens quand même, donc ces justices puissent être rendues d'une manière beaucoup plus efficace, sans qu'on ait systématiquement recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors la France et l'Italie aussi ont été condamnés à de nombreuses reprises pour la manière dont ils traitent les demandeurs d'asile, soit en les renvoyant sommairement à Libye, soit en ne leur donnant pas suffisamment accès aux procédures d'appel. Le candidat que vous soutenez, Nicolas Sarkozy, j'imagine vous êtes UMP, on le rappelait, annonce qu'il veut réduire de moitié le nombre des nouveaux immigrés en France. Est-ce que vous avez l'impression que les immigrés vont être les premières victimes de la crise économique en Europe? Non, je crois qu'il ne faut surtout pas que les immigrés soient les premières victimes de la crise économique en Europe. Je ne porterai pas de jugement sur les déclarations des uns et des autres. Moi, je suis là en tant que président d'une assemblée parlementaire et je parle en son nom. En tout cas, nous sommes, très, très vigilants sur la situation des populations dites migrantes. Bon. Et j'étais aux Nations Unies la semaine dernière. J'ai pu m'entretenir aussi avec M. Ban Ki-moon d'un certain nombre de sujets, dont celui-ci. Et je peux vous assurer que le Conseil de l'Europe, quel que soit le pays, y compris le pays dont je suis issu, nous serons très vigilants sur la situation des populations immigrées. La Turquie, qui partage peut-être avec la Russie le triste record des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel français vient de censurer la loi qui condamnait toute négation de génocide et de génocide
arménien. On sait le tollé que ça a déclenché en Turquie. Pour vous, c'était une bonne loi ou finalement assez contre-productive? C'est un texte contre-productif que je n'ai pas voté. Et j'ai signé le recours auprès du Conseil constitutionnel. Je suis intimement convaincu que la Turquie se grandirait si elle faisait comme la France l'a fait d'ailleurs, reconnaissait un certain nombre de choses qui sont passées dans le passé, mais je reste convaincu que ce n'est pas un Parlement, quel qu'il soit, de légiférer dans ce sens. Alors, il faut rappeler effectivement aussi une autre polémique sur l'Europe, celle concernant une sorte de boycott européen du candidat François Hollande. Est-ce que vous y croyez? L'hebdomadaire allemand, en tout cas Der Spiegel, affirme que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni refusent de recevoir le candidat socialiste, sous-entendu à la demande peut-être de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est très démocratique tout ça? Très honnêtement, j'y crois pas du tout. Et j'y crois pas du tout. Je pense qu'un chef d'État ou un chef de gouvernement est tout à fait libre de recevoir qui il a envie de recevoir. Et c'est certainement pas à nous, Français, de dicter la conduite que doivent avoir les dirigeants que vous avez cités. Je crois que c'est à leur libre appréciation. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'y crois absolument pas. Jean-Claude Mignon, on va terminer sur le chapitre international. L'Europe, obsédée par la crise économique, a peut-être raté le rendez-vous des révolutions arabes, en tout cas la question des droits de l'homme en Syrie. Pourquoi, à votre avis, l'Union européenne n'arrive pas à faire valoir la question des principes démocratiques en Syrie? Vous savez, c'est une question qui est particulièrement intéressante. Je vous l'ai dit, j'étais aux Nations Unies la semaine dernière. Je suis très heureux d'ailleurs que Kofi Annan ait eu se soit vu confier cette mission qui lui a été confiée par Ban Ki-moon. Je crois que nous sommes un peu impuissants. Nous n'arrivons pas effectivement à faire entendre raison aux Russes qui sont membres du Conseil de l'Europe et qui ont un double langage, car au Conseil de l'Europe, ils sont là pour censés défendre les droits de l'homme. C'est un sujet de débat d'ailleurs. Tout à fait. Au sein du Conseil de l'Europe. J'espère que nous aurons un débat sur la Syrie et j'espère que nos amis russes seront présents et que nous pourrons débattre avec eux. Et quant à la Chine, on connaît aussi sa position. Mais je pense que ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que le Conseil de l'Europe a été créé après la guerre pour faire en sorte qu'on ne connaisse plus ce qui s'est passé, ce que nous n'avons pas connu parce que nous sommes trop jeunes pendant la dernière guerre. On peut éventuellement excuser nos aînés, nos parents, nos grands-parents qui ne savaient pas ce qui se passait. Alors que là, ce qui se passe en Syrie, on le voit tous les jours, en direct, en live, comme on dit. Il suffit d'aller sur Internet ou sur n'importe quel... Alors pourquoi on ne fait rien et surtout pourquoi on n'intervient pas? Parce que je crois que nous ne sommes pas très courageux. Nous ne sommes pas très courageux. Nous devrions imposer aujourd'hui, par la force. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui contraints de respecter. Il faut d'ailleurs, on ne veut pas dire que Ban Ki-moon ne se batte pas pour obtenir le vote de cette résolution, mais je crois que c'est à nous, à tout niveau, y compris au Conseil de l'Europe, de persuader les parlementaires russes qu'il faut absolument que cette résolution puisse être votée pour qu'on puisse mettre un terme à, ce n'est pas un génocide, mais ce sont des crimes qui sont commis en public, en live, au quotidien. Jean-Claude Mignon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à très bientôt sur nos deux antennes pour plus d'informations. À très bientôt à tous.